Correction des exercices du chapitre 6. On commence par l'exercice 2 puisque le 1 a déjà été bien corrigé. Alors, d'abord on s'intéresse à la force électrostatique entre deux particules de charge positive. Elles ont le même signe, donc elles se repoussent. On va pouvoir tout de suite faire un schéma pour représenter ça. Alors je place le vecteur unitaire UAB qui est dirigé de A vers B. Je place les deux forces de telle manière que je montre que les forces sont répulsives. Et je fais bien attention à ce que la longueur que je choisis pour f de B sur A soit la même que celle de f de A sur B. Ensuite, on va pouvoir exprimer avec la formule. Donc la relation, elle est dans le cours. Hein, f de A sur B, c'est K fois QAQB divisé par D carré UAB. Je vous rappelle que QAQB, ça peut être des nombres qui sont négatifs. Ici, c'est pas le cas. On nous a précisé qu'ils étaient positifs. Et ensuite, on va vérifier que c'est cohérent avec notre schéma. Donc là, ça veut dire que f de A sur B est dirigé dans le même sens que UAB, puisque K fois QAQB sur D carré, c'est un nombre positif. Et donc sur le schéma, je vérifie bien, hein, je vois bien qu'ici, le vecteur bleu f de A sur B est dans le même sens que la flèche qui représente le vecteur UAB. Donc jusque-là, tout va bien. Ensuite, je vais passer à f de B sur A. On sait que c'est la même expression, mais cette fois-ci, suivant le vecteur UBA. Seulement, UBA, on sait que c'est le vecteur qui est opposé à UAB. Donc j'ai un signe moins qui va apparaître que je vais placer devant pour bien le mettre en évidence. Et on voit bien aussi que c'est cohérent, hein, le vecteur f de B sur A, il est bien dirigé dans l'autre sens que la flèche rouge. Alors ensuite, on va passer à l'interaction gravitationnelle. Alors, l'interaction gravitationnelle, c'est vite réglé, elle est toujours attractive. Pareil, un schéma va tout de suite indiquer les choses. Alors, vous voyez qu'ici, hein, les masses ne sont pas identiques. On a une masse M et une masse 3M. Par contre, les forces qui s'exercent, ce sont les mêmes. F de B sur A, c'est la même valeur que F de A sur B. Seulement, les sens sont opposés. Alors, on va utiliser la formule de cours. D, c'est AB dans ce cadre-là, et UAB a été placé. Donc, on va pouvoir dire que f de A sur B, c'est moins G fois MAMB sur D carré UAB. Ça veut donc dire que, comme le produit MAMB est positif, D carré c'est positif et G c'est positif, on trouve que f de A sur B est dirigé dans le sens opposé au vecteur UAB. Ça veut donc dire là que la flèche noire qui représente f de A sur B, elle est dans le sens opposé à à UAB. La flèche bleue, pardon. F de B sur A, on va avoir le signe opposé, puisqu'ici j'ai choisi de prendre comme référence le même vecteur UAB. La masse, si on doit faire la comparaison, elle joue le même rôle que la charge dans le cas précédent. K joue le même rôle que G. On a deux forces qui sont inversement proportionnelles à D carré. Et les forces sont dirigées à chaque fois suivant la droite qui relie les deux corps. Attention par contre, là on a eu deux cas où les forces étaient attractives. La force électrostatique, elles peuvent être répulsives si on a des charges de même signe. Exercice très classique sur le champ électrostatique dans un condensateur plan. Alors là c'est directement du cours, le champ électrostatique, il faut savoir qu'il est dirigé de manière perpendiculaire aux plaques et de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Ici on a une échelle qui nous donne la longueur, donc il suffit de faire un produit en croix. On sait que on prend 1 cm pour 5-10 puissance 3 Newton par coulomb. Et ici, on a 1 fois 10 puissance 4 Newton par coulomb. Donc, il faut faire 1 fois 10 puissance 4 divisé par 5, 10 puissance 3. On va trouver 2 cm. Donc, on peut utiliser la bonne longueur. Pour la question de paressé du cours, les lignes de champ, elles sont tangentes au champ en chacun de leurs points. Et elles sont orientées dans le même sens que le champ. Donc ça veut dire qu'elles vont être perpendiculaires aux plaques, orientées comme eux du plus vers le moins. Et il faut qu'elles soient régulièrement espacées pour montrer que le champ est uniforme. La force électrostatique, elle se calcule avec la formule de cours, F égale Q, qui est la charge de l'électron ici, fois E. Alors à savoir que Q vaut moins E, moins la charge élémentaire, puisqu'il s'agit d'un électron. La valeur de la force va donc s'exprimer en utilisant la valeur absolue de Q, puisque c'est un nombre qui sera toujours positif, la norme de la force. Donc elle vaudra E, la charge
élémentaire multiplié par le grand E qui est le champ électrostatique. Donc 1,70-6 c'est la valeur de la charge élémentaire multiplié par la valeur du champ électrostatique. On trouve donc un 6 10 puissance moins 15 newton. Ensuite, on nous demande de raisonner sur le sens dans lequel se déplace l'électron. Ici, si j'utilise la formule F égale Q fois E, je vous ai dit juste avant, en fait, on aboutit à F, le vecteur F égale moins E, le petit e hein, de la charge élémentaire, multiplié par le vecteur E. Ça veut donc dire que F est collinéaire, mais de sens opposé au vecteur grand E. Donc ici, on va regarder si c'est logique. L'électron est de charge négative, donc il va être repoussé par la plaque chargée négativement. Il va donc aller dans l'autre sens que le vecteur E. Donc on a quelque chose de cohérent. Alors première chose, on nous demande de calculer la masse de l'atome d'iode. Du noyau, pardon. Donc ici, pour la masse du noyau, on va pouvoir chercher dans les données la masse molaire. C'est donc la masse d'une mole de noyau d'iode. Et pour avoir la masse d'un atome, il suffit de diviser par le nombre d'Avogadro. Donc je fais 126,9 divisé par 6,02 10 puissance 23. Et donc on trouve une masse de 2,11 10-22 grammes qu'on peut convertir ensuite en kilogrammes, comme c'est demandé dans l'énoncé. Alors ensuite, au niveau de la charge, il faut se rappeler que dans le noyau, on a des protons et des neutrons. Le nombre de protons est égal au numéro atomique. Le numéro atomique nous est donné ici, c'est 53. On a donc 53 protons. Donc on fait 53 fois la charge d'un proton, qui est en fait la charge élémentaire E. Donc on fait 53 fois 1, 6 fois 10 moins 19, et on trouve 8,48 fois 10 moins 18 coulombs. Ensuite, on me demande d'écrire l'expression vectorielle de la force de gravitation qui s'exerce par le noyau sur un électron périphérique. Donc je m'intéresse à l'électron, hein, c'est bien la force qui exerce le noyau sur l'électron. C'est égal à moins G, la constante d'interaction gravitationnelle, fois le produit des masses divisé par la distance entre l'électron et le noyau, et fois un vecteur unitaire qui est dirigé ici du noyau vers l'électron. Donc pour calculer la valeur, la norme, hein, on prend ici une valeur absolue, donc positive, hein, G fois MI fois la masse d'un électron divisé par la distance au carré. Au niveau des valeurs, j'ai 6,67 10 puissance moins 11, on multiplie par la charge qu'on avait, la masse qu'on avait calculée, donc c'était 2,11 fois 10 puissance moins 25 kg. On multiplie par la masse d'un électron, 9,1 fois 10 puissance moins 31, et on divise par la distance qui est de 140 picomètres, donc 140 fois 10 puissance moins 12 mètres, et on n'oublie pas d'élever au carré. Attention à l'utilisation de la calculatrice, et on trouve 6,5 fois 10 puissance moins 46 newtons, ce qui est une valeur très faible. Alors ensuite, on doit faire la même chose, mais pour la force électrostatique. Donc on repart du cours. La force électrostatique, elle s'exprime comme la constante K fois le produit des charges divisé par la distance au carré et fois suivant un vecteur unitaire qui est dirigé du noyau vers l'électron. La valeur ici, la norme, c'est K fois la valeur absolue du produit des charges divisé par la distance au carré. On va aller chercher dans l'énoncé. La constante, elle vaut 9,0 fois 10 puissance 9. La charge, on l'avait calculée du noyau, c'est 8,48 fois 10 puissance moins 11. Et la charge d'un électron en valeur absolue, c'est la charge élémentaire, c'est 1,6 10 puissance moins 19. Et la distance n'a pas changé depuis tout à l'heure, c'est la distance entre le noyau et l'électron. On n'oublie pas le carré, on n'oublie pas de convertir en mètres, et on a 6,2 fois 10 puissance moins 7 newtons. Ensuite, on doit retrouver quelle est l'interaction prédominante. Donc l'idée, c'est de comparer la valeur de ces deux forces. Donc je fais le rapport de la force électrostatique sur la force gravitationnelle. J'ai 6,2
fois 10 moins 7 sur 6,5 fois 10 moins 46, j'obtiens 9,5 fois 10 puissance 38. Ça fait un ordre de grandeur de 10 puissance 39 entre les deux. Donc on peut dire que si je fais passer la force d'interaction gravitationnelle de l'autre côté, j'ai FE qui est à peu près égal à 10 puissance 39 fois FG. Donc elle est considérablement plus grande. C'est pour ça que dès qu'on s'intéresse à l'échelle de l'atome, on va s'intéresser uniquement à la force électrostatique et on négligera la force d'interaction gravitationnelle. Pour l'exercice 5, il faut se souvenir que les lignes de champ sont tangentes au vecteur champ électrique. Donc j'ai tracé, ici il faut extrapoler, imaginer la représentation des lignes de champ au point B. Et donc on va faire la tangente en ce point à la ligne de champ, ce qui va nous donner un vecteur orienté, comme je l'ai indiqué, et dans le même sens que la flèche, donc c'est pour ça qu'il est vers le bas. Pareil en A, donc on aura un champ ici qui sera orienté vers la charge moins Q. Dans cet exercice, on va vouloir comparer les valeurs de la force d'interaction gravitationnelle et du poids au voisinage de la Terre. Donc on va servir de l'expression F égale G fois M fois mt sur RT carré pour calculer la valeur de la force d'interaction gravitationnelle. Donc ça nous donne 6,67 fois la masse de la Terre, donc 5,97 10 puissance 24, multiplié par 60 qui est la masse de la personne. On vérifie qu'on a bien les masses en kilogrammes. Et on divise, attention, par RT, mais qui s'exprime en mètres. Donc 6370 km convertis en mètres, c'est-à-dire 6370 fois 10 puissance 3 au carré. On trouve 589 newtons, soit 5,9 fois 10 puissance 2 newtons, en tenant compte des chiffres significatifs, puisqu'on n'en a que 2 sur 60. Le produit M fois G, qui est égal au poids, est égal à 60 fois 9,81. On retrouve cette même valeur. On va donc pouvoir dire que ces deux forces ont déjà la même norme, mais en fait, elles ont aussi même sens et même direction. En fait, les deux vecteurs vont être confondus quand on est au voisinage de la Terre. Autrement dit, la force d'interaction gravitationnelle et le poids sont la même force si on est situé à proximité du sol. On va pouvoir identifier, en égalisant les deux expressions, ce que vaut le petit g, donc l'intensité de la pesanteur. Alors, on exprime de nouveau la force F, qui est l'interaction gravitationnelle, et on égalise avec le poids. Ensuite, on identifie M, passer M dans l'expression de gauche, et le G, ce sont tous les autres termes dans l'expression de gauche, c'est-à-dire G fois MT divisé par RT carré. On remplace par les valeurs 6,67 10 moins 11 fois la masse terrestre, c'est-à-dire 5,97 10 puissance 24. On divise par le rayon de la Terre, 6370 fois 10 puissance 3, le tout au carré. Et on retrouve 9,81, comme entendu, newton par kilogramme. Ensuite, on nous demande dans quelles circonstances on peut identifier les deux comme étant la même chose, les deux champs en tout cas. On va pouvoir les identifier comme étant identiques au voisinage de la Terre, c'est-à-dire dès que l'altitude est nulle ou quand elle est quasi nulle. Quand on est très près du sol, ça va marcher également. Bon, c'était assez long comme ça, alors je vais passer directement à l'exercice 8 et puis on reviendra en cours sur l'exercice 7 si nécessaire, mais moi je préférais que vous maîtrisiez déjà bien l'exercice 8. Alors, on nous demande par temps d'orage quelle va être la nature des charges. Bon, il suffit de lire dans le document, on retrouve que ce sont des charges négatives à la base du nuage. La charge à la surface de la Terre, de ce fait, va être positive, donc ça va être indiqué également dans le document. Ici, la création de charge à la surface de la Terre, elle se fait par influence. Ensuite, sur le schéma, on doit représenter le champ électrostatique E, donc il est orienté du plus vers le moins. Au niveau de la longueur, on fait au hasard. Ici, on ne nous a pas demandé d'utiliser une échelle. Donc ce qui est important, c'est qu'il soit orienté de cette manière-là et du plus vers le moins. Alors pour les lignes de champ, ensuite, on va les placer tangentes au vecteur E. Donc en fait, on peut considérer une analogie avec un condensateur plan, donc ce serait parallèle aux plaques. Et puis espacées régulièrement et du plus vers le moins. Donc on peut les représenter de cette manière-là en rouge. Ensuite, donc on nous demandait de voir
par quoi on pouvait modéliser, je l'ai déjà dit, par un condensateur plan. On va pouvoir considérer que le champ électrostatique entre le sol et la base du nuage est uniforme, c'est-à-dire que le champ électrostatique a toujours la même valeur, et puis la même direction, le même sens, et donc ça va se voir avec des lignes de champ qui seront parallèles. Pour la question 9, on applique Q8, pardon, on va appliquer la formule E égale la tension divisée par D, c'est dans votre cours. Donc on remplace par 16 fois 10 puissance 7 volts, comme indiqué dans la question, et on divise par la distance, 8 fois 10 puissance 3, puisqu'elle est en mètres. On obtient 20 kV par mètre. Et enfin, on doit justifier que il y a une décharge électrique parce que l'air est plus conducteur que d'habitude. Et effectivement, on vous dit qu'habituellement, la valeur est de 150 volts par mètre. Ici, on a quelque chose de l'ordre de grandeur de 20 kV par mètre. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus élevé. Donc, voilà pourquoi on peut justifier ceci. Voilà, c'est fini.